Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, il y a un épisode sur un sujet que nous avons déjà traité dans No Limit Sécu, c'est le New Space. Mais pour parler de ce sujet, nous avons un nouvel invité, un RSSI de terrain, Johan Bozil. Bonjour Johan. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs à No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Paul Amar. Et bonjour. Alors Johan, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, merci de me recevoir, c'est un honneur. Donc, je m'appelle Johan Bozil, j'ai 40 ans, je suis de Toulouse. Je suis actuellement directeur de la sécurité dans une startup New Space française qui s'appelle Lookup Space. Parcours assez classique, j'ai commencé, classique, du moins, toujours dans le spatial, j'ai commencé chez Airbus Defence and Space en prestation. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle les campagnes de tir, on pourra en revenir plus tard. Ensuite, j'ai été nommé CISO d'une filiale d'Airbus qui se nomme Airbus OneWeb Satellite pendant 5 ans. Je suis allé me perdre pendant 1 an en société de service, en CS2I, et il y a 8 mois, donc j'ai signé en tant que directeur de la sécurité chez Lookup Space, un poste qui balaye, on va dire, la sécurité physique jusqu'à la sécurité numérique au sein de cette startup. Alors, Lookup Space, ça fait quoi ? Parce que moi, j'ai regardé la télé, on m'a dit dans Lookup, Ouais. Lookup quand même. Tout à fait. Lookup Space, c'est une donc startup New Space positionnée sur ce qu'on appelle la surveillance de l'espace, Space Situational Awareness en bon américain. C'est un sujet qui explose, on va dire, ces dernières années, principalement en lien avec la congestion des basses orbites, ce qu'on appelle les orbites LEO, Low Earth Orbit. La startup est basée sur 2 produits. Le premier produit, c'est un réseau de radars terrestres, donc des radars qui vont être positionnés sur le territoire français, dans les dom-toms, sur la métropole. Le but étant de savoir cartographier le ciel et donc projeter des orbites d'objets en orbite autour de la Terre. Le second produit est une plateforme, donc une plateforme SaaS, qui va faire de l'acquisition de données de différentes sources, soit bien sûr de nos radars, mais aussi de sources OSINT ou de sources externes qui commercialisent de la donnée. Et après, on va enrichir cette donnée, on va la fusionner pour pouvoir proposer des services. Donc par exemple, des services d'anti-collision. Faut savoir qu'il y a des satellites manœuvrants, d'autres qui ne le sont pas. Et donc typiquement, on peut vendre du service à des opérateurs de constellation, par exemple, qui sont un des clients principaux, pour qu'ils sachent s'ils doivent manœuvrer ou pas, parce qu'une collision peut survenir. Et par rapport au CNES, moi j'ai connu le CNES qui était chargé de cartographier tous les détritus, les déchets, les résidus, tu vois, genre les trucs qui servent plus, qui tournent encore autour de la Terre. Ça apporte un service nouveau qui n'était pas proposé avant, ou c'est complémentaire, ou c'est un peu la même chose ? Alors je trouve qu'on peut faire le parallèle un peu avec le old space et le new space sur le monde du satellite typiquement. Aujourd'hui, avant, on achetait un satellite à un grand fabricant, etc. Avec le new space, beaucoup d'acteurs se sont mis sur ce marché et on va dire pour gagner de l'argent aussi. Il y a un aspect business derrière ce spatial. Mais là, c'est un peu le même principe. C'est aujourd'hui les capacités de détection sont réparties. Aujourd'hui, le leader mondial typiquement s'appelle Leo Labs. C'est un américain, mais quand vous achetez du service à Leo Labs, vous achetez certaines informations. Vous n'êtes pas sûr d'avoir l'ensemble de la cartographie. L'État français, ou du moins le ministère des Armées, sait faire cette cartographie aussi en partie avec ses propres radars, qui s'appellent Grave, qui sont maintenant un peu anciens. Et en fait, on a un vrai besoin d'assiduité sur l'information, de vérification de l'information, et c'est en fait c'est ce principe de New Space où il y a un secteur, il y a un besoin qui est fort avec cette congestion des basses orbites, et donc une start-up naît et va proposer ce service en fait. Et le différenciant, je parlais de Leo Labs, donc j'ai pas de difficulté à en parler, le différenciant c'est vraiment l'aspect souverain de faire cette démarche en France et en Europe en fait. Et vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors aujourd'hui on est 35, la start-up a été créée début 2022, le premier employé est arrivé, mi-2022, le premier employé est arrivé en début 2023, donc on a 1 an d'existence.
si je fais une digression, on peut se dire 30 personnes, un directeur de la sécurité. Oui, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint cette aventure, c'est que quand j'ai fait les entretiens, il y avait une vraie volonté politique, c'est-à-dire de la direction générale, d'appuyer la sécurité, la cybersécurité sur cette thématique. Et on va dire que les startups de 30 personnes où il y a un directeur de la sécurité, ça court pas les rues, quoi. Donc c'est ça aussi qui m'a plu dans l'ambition du projet. Mais des radars, vous en avez beaucoup déjà ou c'est en cours de déploiement? On est en cours. Là, on a fait le prototype qui doit être installé en France d'ici la fin de l'année. Donc ça sera le patient zéro. On est sur une start-up, donc il faut éprouver le concept, montrer que ça fonctionne. Et il y aura une nouvelle levée de fonds prochainement pour continuer le déploiement du réseau, comme je l'ai dit, sur les dom-toms. Donc pourquoi? L'idée, c'est d'avoir une revisite maximale de l'ensemble. Si on prend un objet d'intérêt qu'on veut suivre, aujourd'hui, pour faire simple, un objet, on sait le voir une fois par jour. Avec la solution proposée à terme, donc on va dire dans 5-6 ans, on pourra avoir un objet 14 à 15 fois par jour. Donc on sait presque faire un film de la trajectoire d'un objet. Et si je dérive, on en parlera peut-être un peu en détail tout à l'heure dans les attaques, les menaces, etc. Mais ce qui peut intéresser typiquement le ministère des Armées, c'est de connaître les approches qui peuvent se faire sur des satellites d'intérêt français. Aujourd'hui, quand on a une approche hostile d'un satellite étranger, c'est difficile entre guillemets de le caractériser, d'en être sûr et de le faire de façon réactive. Si vous avez un objet que vous voyez une fois par jour, être sûr que quelqu'un se rapproche, manœuvre, etc., ça peut prendre un temps certain. Là, si on voit l'objet 15 fois par jour, vous avez facilement une vidéo presque de la manipulation. Et surtout si on a la vidéo des objets entre guillemets ennemis, c'est-à-dire celui qui se rapproche, j'imagine, pour essayer d'écouter. Exactement. Tout à fait. Alors du coup, ton boulot, c'est un peu comme dans Mission Impossible. Enfin, ou plutôt le boulot des gens qui t'attaquent, c'est d'aller effacer les vidéos compromettantes. Comment est-ce que tu te défends contre ça? Enfin, c'est quoi tes scénarios de menace aujourd'hui? Non, il y a un vrai enjeu. Alors, je vais si vous permettez, je recontextualise un peu ce principe de la cybersécurité spatiale, etc. Je veux pas vendre quelque chose de surfait. Je dirais que si on parle de cyberspatial, pour moi, on parle de product security. La personne qui a une compétence, une expertise en cybersécurité spatiale, c'est un Product Security Officer. Si vous voulez d'ailleurs faire un 3e épisode sur le sujet, j'aurai une personne à vous conseiller, elle vous plaira. Vraiment un spécialiste de la cybersécurité spatiale. Aujourd'hui, comme tu l'as dit au début, RSSI de terrain, moi je me considère comme un CISO qui fait de la cyber dans le domaine spatial, on va dire. Et donc, plus une approche Information Security en fait. Et donc, sur cet aspect spatial, on est très vite dans l'OT, Operational Technology. On a une FAL, on construit des satellites, etc. Ça, c'est le monde du satellite, c'est le monde du lanceur. On va créer des objets qui vont participer, on va dire, à cet écosystème spatial. Notre entreprise, forcément, est beaucoup plus positionnée sur du service, puisqu'on va vendre une information qu'on sait générer et on va vendre un service associé à cette information. Donc forcément, on est plus dans l'IT, en fait. Et donc, quels sont aujourd'hui les sujets de réflexion? Tu as un peu spoilé sans le vouloir, mais c'est clairement l'intégrité de la donnée, la valeur de la donnée. Aujourd'hui, pour moi, c'est presque, je dirais, un nouveau métier, en fait. Le RSSI de terrain, il apprend à protéger ses infrastructures, son système d'information, prendre soin de ses utilisateurs, etc. Là, on rentre presque dans du métier, le métier de la donnée. On a des postes de Chief Data Officer. Voilà, l'intégrité, la qualité. Moi, je découvre des concepts. Il y a 3 mois, je découvrais le Data Lineage. On a une source de données qui nous donne une information, cette information, cette donnée, elle va être transformée au fil du temps. Comment je m'assure de la traçabilité, etc. Il y a des sociétés qui proposent ça, c'est des concepts, voilà, qui émergent et que je suis obligé d'appréhender dans cette fonction un peu, très transverse, on va dire, de la sécurité. Et comment tu fais pour ne pas avoir une charge cognitive qui explose? C'est-à-dire que là, on parle à la fois de tout ce qui est New Space, donc avec toute la partie spatiale, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi tout à construire, c'est-à-dire tous les concepts, même IT, comme tu disais, qu'il faut faire.
Bon, là, vous êtes à 30 personnes. Est-ce que vous avez un SOC? Est-ce que vous avez un CSIRT ou même juste une équipe cybersécurité? Est-ce que tu dois tout faire aussi là-dessus? Et donc jongler sur tous ces aspects, comment tu fais? Alors c'est très rigolo cette question parce que c'est l'objet de mes réflexions du moment. Je peux continuer à extrapoler ta question. Aujourd'hui, je suis directeur de la sécurité, je suis directeur des systèmes d'information, je suis DPO et je suis futur officier de sécurité. Est-ce que ça a un sens dans une entreprise de 1000 personnes? Absolument aucun, pour plein de raisons. Répartition des tâches, etc. Dans une start-up, en fait, on est obligé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si j'ai signé, c'est parce qu'il y avait une vraie volonté politique de faire de la sécurité, numérico-physique, mais aussi j'ai eu des moyens financiers, des moyens humains. Aujourd'hui, j'ai deux personnes avec moi, que je dois embaucher prochainement, etc. Donc sur 30 personnes, on a 3 personnes qui font plus ou moins de l'IT, de la cyber, de la sécu, dans la structure. Ça fait 10%, c'est énorme en fait. Donc oui, c'est difficile, mais c'est extrêmement intéressant. Et en fait, ce qui plaît, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de biais dans mon discours, forcément, mais ce qui plaît, c'est que dans une start-up, la seule chose qui compte, c'est le pragmatisme en fait. Quelle est la chose la plus critique du moment, revoir ses priorités presque tous les jours. Quand c'est un peu calme, eh bien, on fait avancer ses tâches de fond, etc. La réflexion SOC, je l'ai forcément. Quand j'étais CISO si je reviens un peu dans le passé, j'étais CISO pendant 5 ans d'Airbus On Web Satellite. On n'est pas sur les mêmes dimensions. On est filiale d'Airbus, il y a une vraie volonté, c'est le début du New Space, il faut faire une des premières constellations dans le monde. Il y avait il y avait des moyens, etc. C'est franco-américain, beaucoup d'images, etc. Donc tout ce que j'ai pu faire pendant 5 ans, j'essaie de le reprojeter aujourd'hui dans cette mission avec multicasquette et en essayant de l'optimiser, on va dire. Si j'avais pas eu cette mission de 5 ans auparavant de CISO, c'est une mission quasiment impossible en fait. Et est-ce que les avancées dans le New Space te facilitent la vie? Alors, c'est-à-dire, typiquement, que ce soit le chiffrement des communications, tout ce qui est typique, la segmentation réseau, l'authentification multifacteur, les normes, les réglementations, etc., les régulations, pardon. Est-ce que toutes ces choses-là t'aident dans ton daily job et font en sorte que lancer une startup dans le New Space, en fait, c'est cool et on n'a pas nécessairement aussi tout le legacy à devoir gérer. Enfin, comment tu vois les choses et est-ce que c'est un facteur vraiment qui te change la vie? Il n'y a pas en effet tout cet historique à trimballer, donc on peut partir sur des choses propres dès le début. Tout ce que tu as cité, pour moi, c'est des avantages dans ma mission. Mais encore une fois, c'est pour ça que je disais, il faut une volonté politique. Si demain je dis à mon CEO ou mon président, double authentification partout, je sais que je suis appuyé en fait. Le poste de directeur de la sécurité a été intégré au COMEX. On n'est que 30, il y a une vraie volonté. Donc en fait, on peut créer ce qu'on doit utiliser avec, souvent on parle de security by design, security par default, les gens le mettent dans leur slide, mais j'ai jamais vu du security by design dans un grand groupe en fait. Là vous pouvez avoir la volonté de pousser ces concepts en fait, et aussi au niveau métier en fait. Mais à double tranchant, c'est pas une grosse responsabilité, c'est-à-dire que tu n'es pas challengé comme chez ton employeur précédent, et donc tu n'as pas droit à l'erreur. Alors c'est très vrai. C'est aussi, je dirais presque la beauté de la start-up, c'est que le métier, le business qu'on essaye de vendre, qu'on vend du moins, peut ne pas fonctionner. Aujourd'hui, ma mission, les 6 premiers mois, a été de créer un fort lien de confiance en fait avec le top management, avec mon directeur général, avec mon président, pour leur montrer que j'essayais de reproduire quelque chose qui avait en toute subjectivité, qui avait plutôt fonctionné pendant les 5 ans de ma précédente mission, et j'essaie de réappliquer des concepts. On est sur de la start-up, on est sur du new space. Aujourd'hui, j'ai l'impression presque que ma connaissance ou ma compétence, elle est extrêmement niche. Je pense que demain, vous mettez CISO dans une entreprise de voiture ou de je sais pas quoi, j'ai l'impression que je ne saurais pas faire mon métier en fait, parce qu'il y aura trop d'éléments extérieurs que je n'aurai pas en fait de référence, et tous ces biais qui aujourd'hui me servent me desserviraient énormément en fait. Oui, mais tu sais, on réapprend, hein.
Oui. On a interviewé des RSSI qui nous ont justement expliqué comment ils ont débarqué dans un métier qu'ils ne connaissaient absolument pas et qu'ils ont eu une longue phase d'apprentissage et de compréhension de là où ils étaient tombés. Je comprends. Hervé, tu es à 2 doigts de vendre des formations, fais attention là. Ok, mais on comprend. Mais non, mais par exemple, attends, écoute l'interview de Frédéric Laveco. Sinon, du coup, alors comme vous vendez de la donnée, j'imagine que la disponibilité est aussi un problème important, vu que vous avez des clients qui achètent des flux de données. Je pense à l'attaque la plus célèbre que tout le monde connaît dans le milieu du satellite, qui est celle du système KSAT, où en fait c'est les terminaux au sol qui ont été attaqués, pas forcément les satellites. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ou c'est quelque chose qui, on va dire, vu que vous opérez entièrement votre infrastructure vous-même et qu'il n'y a pas de terminaux envoyés chez les clients, c'est quelque chose pour lequel vous vous sentez pas du tout concerné? Ah bah moi j'attaque les radars. Oui. Non, c'est une très bonne question. Ce sujet KSAT, alors il a eu pour moi un effet positif, c'est que tout le monde s'est mis à parler de cyberspatial. Alors on a tout mis derrière, on a balancé ce qu'on voulait dedans, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins voilà, envoyer des satellites, envoyer des communications, c'est la guerre, ça démocratise un peu le sujet. C'est presque le bon côté des choses que je verrais. Par contre, je trouve que ça a été totalement surfait en fait. On a vendu ça comme une attaque satellite, etc. Enfin, les gars, ils ont tapé 30 000 modems au sol, quoi. Je veux dire, l'objet, le satellite qui est en l'air, aujourd'hui, si vous voulez attaquer un satellite, prendre la main dessus, le déplacer pour le faire se collisionner avec un autre, ça veut dire que vous avez une parabole de 40 mètres dans le jardin et que vous savez vous authentifier dessus, que vous savez formater des télécommandes. Enfin, c'est pas du tout du sport de masse en fait. Donc, est-ce que c'est possible dans le futur? Sans doute. Je discutais justement, on parlait product security, je parlais product security tout à l'heure. Moi, j'ai cette théorie depuis toujours que le satellite, une fois qu'il est en haut, je veux dire, on a quand même fait 95% du chemin. Et cette personne qui fait du product security me disait, Johan, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu avais raison. Et une fois qu'il était en haut, on avait quand même fait la majeure partie du chemin en termes de sécurité. Aujourd'hui, avec toutes les liaisons intersatellites de communication qui arrivent dans les nouveaux projets, il y a des gros projets comme ça, même Starlink, je crois que c'est en train de s'y mettre. Et de plus en plus de satellites basés sur du logiciel en fait, on ouvre des portes. C'est un peu, si je fais un parallèle avec le cloud. Avant, chacun avait son SI chez lui, il avait un firewall d'entrée et de sortie. Une fois que vous aviez une surface d'attaque réduite au maximum et que vous vérifiez les entrées et les sorties, vous aviez fait quand même une partie du job. Là, c'est pareil. En fait, avec le cloud, vous ouvrez la surface d'attaque et donc vous êtes plus permissif, etc. Et bien en fait, on arrive à la même chose avec les satellites. La numérisation du New Space a cet effet un peu pervers de potentiellement rendre les objets qui avant étaient un peu sanctuarisés beaucoup plus accessibles, quoi. C'est un peu l'objet des compétitions HackerSat qu'on a chroniqué dans nos limites sécu et où là, pour le coup, le but est vraiment d'attaquer le satellite qui vole dans l'espace, quoi. Ouais, tout à fait. Après, pareil, si vous voulez que je fais 30 secondes sur HackerSat. J'ai eu l'honneur, quand j'étais CISO d'Airbus One Up Satellite, là, d'être invité au RETEX en 2022, début 2022, donc ça devait être l'exercice 2021, je dirais, où Airbus avait gagné, justement. J'étais invité au RETEX, et en fait, j'ai passé 2 heures à écouter. Alors, c'était assez fou, parce que les gars sont des machines, et le plus rigolo, c'est que les gars n'avaient jamais fait de spatial de leur vie. C'était vraiment des attaquants nés qui essayent de décortiquer un système, etc. Mais au bout de 2 heures, quand je suis sorti de ce RETEX, je me suis dit, en fait, HackerSat, c'est Hack Ground Segment. Les gars étaient passés par le segment sol. Une fois qu'ils ont pris la main dessus, ils tapent le satellite, en fait. Et donc, ça recoupe, en fait, la première théorie que j'ai eue, où une fois que votre objet il est en l'air, il n'est pas 100% sécurisé, mais quand même, voilà, si vous voulez discuter avec, il va falloir passer par le sol. Et donc, on arrive à cet endroit névralgique qui est le segment sol, en fait. Alors justement, la protection du segment sol, c'est un sujet dont tu voulais parler quand on a préparé cette émission. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est encore des vieux PC Windows XP parce que c'est de l'informatique industrielle qui pilote des antennes et
Est-ce que c'est là où est la faille finalement? Alors, je pense que oui, il y a ces segments sol-là. Après, c'est rigolo, c'est comme le New Space. On est sur des nouvelles entreprises qui se lancent. C'est une sorte de New Space, comme nous sur la SSA, il y a ces entreprises qui vont maintenant proposer du grand segment as a service. En fait, on peut tout imaginer as a service aujourd'hui. Et donc, on est sur des grands segments, des segments sol, dans le cloud en fait. On peut, tout ce qui était avant sanctuarisé sur des sites précis, avec des antennes DI, etc., en fait, on rebalaye toutes les cartes et on crée une nouvelle dynamique sur l'ouverture sur l'exposition, sur le nombre de menaces, etc. Et donc ce segment sol, il est en train de changer et je pense que c'est typiquement le genre d'objet où on est dans la zone grise en fait. Tout à l'heure, je parlais du product security et de l'information security. Vous avez un CPSO, vous avez un CISO. Le CPSO, il va s'occuper de la cyberspatiale, de la cyber du satellite, de sa sécurité numérique, de sa cyber. Le CISO, il va vraiment s'occuper de l'IT, de son entreprise, et on a cet objet qui est le segment sol où on recoupe en fait ces deux compétences, puisque c'est pas vraiment de l'IT, mais ça pilote quand même l'outil, et donc on arrive à une zone difficile en termes de gouvernance souvent. Et est-ce que tu penses que ça fait, je dirais, revoir le temps de cycle de vie de ces composants? C'est-à-dire si demain tu prends des services SaaS ou autres qui sont typiquement dernier cri, les dernières updates, etc. Mais qu'à côté de ça, ça te demande de mettre à jour tous tes logiciels tous les 6 mois ou tous les 1 an, 2 ans, etc. Comparé, on va dire, à l'ancien monde qui était, tiens, j'ai des satellites là qui ont des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Moi, ils fonctionnent bien toujours, quoi. Ouais. Même s'ils sont vulnérables. Est-ce que du coup, ça demande à revoir ça dès le début? Et ce qui fait que là, dans l'entreprise dans laquelle t'es, en fait, c'est vraiment l'une des problématiques de mise à jour et de maintenance en marche courante. Maintien en marche courante. Qu'est-ce que t'en penses? Là, on arrive dans une zone business. Pour essayer de répondre, moi je me souviens, j'ai passé donc 10 ans chez Airbus DS, il y avait des salles de contrôle de satellites qui avaient 30 ans, quoi. Et il fallait surtout pas toucher ces salles, en fait. On garde un héritage, en fait, qui est ingérable. Et typiquement, ces satellites-là, vous allez pas les migrer sur du grand segment as a service, quoi. On se traîne son boulet, et c'est une fois qu'il est désorbité, mis en orbite poubelle parce qu'il est géostationnaire, ou rentré dans l'atmosphère parce qu'il est Léo, que vous en êtes tranquille, en fait. Donc je pense qu'il y a une... Oui, mais là, c'est juste des vieux satellites. Ils sont vendus 25. Et finalement, si au bout de 30 ou 35, ils continuent à rendre un service, c'est que du bonus. Donc, ça vaut le coup de garder le segment sol ultra historique. Moi, j'ai vu des émulateurs de T1600 télémécanique sous Unix pour continuer à gérer des satellites dont la vie avait duré beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu au départ. Et c'est du bonus. Mais ça, on s'en moque. Oui, tout à fait. Non, mais ça fait un boulet, on traîne son boulet, quoi. Et on peut pas s'interfacer avec les nouveaux services, SaaS, etc. Ah oui, voilà. Mais bon, toi, t'as pas ça. Non. Mais de toute façon, moi, encore une fois, ça, c'est des problématiques que j'ai dû appréhender, sur lesquelles j'ai dû réfléchir il y a 5 ans, pendant 5 ans, on va dire, quand j'étais chez un fabricant de satellites. Aujourd'hui, je suis un peu décorrélé, puisque, encore une fois, on vend du service. Je redécouvre. On a tous notre historique, on a tous notre expérience. Moi, j'ai vécu dans des forteresses sur des sites Airbus où il n'y avait pas de cloud, on faisait de la SSI à l'ancienne. Là, j'arrive dans une société qui vend un logiciel SaaS. Donc, autant vous dire que j'ai découvert un nouveau monde, quoi. Qui pour moi n'existe. Enfin, si je savais qu'il existait, mais je faisais attention de surtout pas trop m'approcher, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus le choix. Puis il n'y a rien qu'une bonne tempête solaire ne puisse régler. Est-ce que tu veux aborder le sujet aussi des campagnes de tir, puisqu'apparemment c'est un moment particulièrement sensible dans la vie d'un objet spatial. Est-ce que c'est un endroit où il faut faire particulièrement attention en termes de SSI, puisque tu emploies encore ce mot, pour ne pas dire cyber?
On met de la cyber à toutes les sauces aujourd'hui. Oui, c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu une chance incroyable. J'ai fait une vingtaine de campagnes de tir, donc entre 2009 et 2017. Airbus, Defence and Space, Exastrium fabriquait des satellites sur son site toulousain. Donc c'est de l'Allspace, ils en fabriquaient 3-4 par an. Et lorsqu'il était fini, on partait sur site de tir, sur site de lancement, effectuer ce qu'on appelle une campagne de tir. Donc voilà, j'ai fait l'Inde, le Japon, la Guyane forcément, les États-Unis, côte est, côte ouest, tous les sites du monde, Baïkonour bien entendu. Et en fait, avec du recul, à 40 ans aujourd'hui, j'ai fait ma première campagne à 25 ans, on peut voir en fait l'évolution des mentalités, la prise en compte de l'aspect sécuritaire, etc. Je me rappelle qu'à ma première campagne en 2009, ma collègue qui avait fait une campagne 6 mois avant me dit « la campagne précédente, on a mis du chiffrement des VPN en fait sur le site russe pour sécuriser les connexions. » En fait, ça veut dire que pendant X années, on utilise des infras sans chiffrement. Et donc, en fait, à partir de là, on arrive tout innocent dans le métier. Et en fait, ma mission, appuyée par mes donneurs d'ordre Airbus, a été justement de faire des propositions et d'essayer de robustifier en fait cette sécurité numérique sur les sites. C'est un peu, on peut faire des parallèles avec, Julien en parlait, il y avait énormément de satellites où les télémesures, les télécommandes n'étaient pas chiffrées par exemple. Aujourd'hui, c'est un standard, on chiffre ces télécommandes. C'est un peu pareil dans les campagnes de tir en fait. Suivant au fil du temps, donc en 10 ans, on a eu une vraie prise de conscience des enjeux par le business aussi. Les gens qui gèrent je sais pas comment appeler ça, les managers de satellites en fait, étaient demandeurs parce qu'ils avaient conscience de ces vrais risques. Bon, aujourd'hui, aller tirer en Russie, on est tranquille, on va plus à Baïkonour. Et malheureusement, tirer en France, c'est compliqué puisqu'il manque un lanceur, quoi. Mais je sais pas, je vous avoue, je sais plus trop où aujourd'hui Airbus fait ses campagnes de tir, quoi. Et tu parles de VPN, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme risque avéré J'ai lu dans la presse que les Russes avaient tiré carrément un missile sur un satellite en orbite. Qu'est-ce qu'on a comme cas un petit peu intéressant d'attaque cyber ou non cyber dans le domaine spatial ? Ouais, les tirs anti-satellites, les tirs ASAT, ça c'est un vrai sujet. Moi je refais une digression. J'ai le plaisir d'être réserviste opérationnel au commandement de l'espace. J'ai pu faire une formation sur le monde spatial militaire en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on a beau faire du spatial pendant 15 ans, il nous manque tout un pan en fait de ce monde spatial. Le commandement de l'espace aborde l'espace forcément avec une approche extrêmement différente. Et ce que tu évoques des tirs ASAT, dans l'histoire, il y a eu, à ma connaissance, il y a eu 4 tirs anti-satellites. Les US ont fait ça, la Chine a fait ça, la Russie, l'Inde aussi, il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans. En fait, on montre, je pense, à son rival, on montre aux autres puissances qu'on est capable de le faire. Sauf que, en faisant ça, en fait, on se tire une balle dans le pied, puisqu'on crée en fait énormément de débris. Et donc on s'auto-sabote en fait potentiellement plein d'orbites. C'est pour ça que les tirs anti-satellites sont rares, il y en a 4. Je pense que chacun a voulu montrer qu'il était capable de le faire. Aujourd'hui, Julien, je crois, en a parlé rapidement, il y a quelque chose qui plane, on va dire, sur l'humanité. C'est le syndrome de Kessler. Aujourd'hui, on crée des débris. Ces débris peuvent créer des débris, qui créent des débris, et ça fait une réaction en chaîne où, dans l'absolu, on pourrait ne plus accéder à l'espace. Et donc, typiquement, la loi
dans l'espace est très complexe, puisque c'est un peu le Far West. C'est la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est mettre des armes nucléaires, en gros. Voilà, les pays sont obligés de s'auto-réguler pour pas s'amuser à shooter leurs satellites avec des missiles, quoi. Ouais, mais à un moment, il faudra un nettoyeur, hein. Il faudra balayer toutes ces saletés dans l'espace. Enfin, on en est loin, là, aujourd'hui, sur le plan technologique. Il y a des projets. On parle New Space. Clairement, il y a des projets. Il y a une. On peut citer 5, 6, 7 types d'opérations spatiales. Il y a des opérations spatiales qui s'appellent de l'inspection, par exemple. On voit des nouveaux business cases qui émergent où, on voit des projets de satellites qui vont faire des photos d'autres satellites, ou des projets de satellites qui peuvent aller faire du refuel de satellites en termes de carburant, ou des projets de satellites qui peuvent aller, avec un bras télescopique, attraper des objets qui sont en orbite, qui prennent une orbite complète, qui est d'intérêt, et pour les rapatrier, les rebalancer dans l'atmosphère et faire en sorte qu'ils crament dans l'atmosphère, quoi. Bon, si on revient à tes radars, là, comment tu fais pour faire en sorte qu'ils soient parfaitement robustes, protégés, inattaquables et inutilisables par un tiers? Au sens numérique ou physique ? Au sens numérique, alors, non, nous on fait plus de la cyber, donc au sens physique, tu peux aussi, si c'est très original par rapport aux autres types d'installations au sol, tu peux toujours nous le dire. Non. Le bon vieux barbelé fera toujours effet. Au sens numérique, en fait, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a l'aspect cyber au sens classique, au sens internet, au sens accès à la donnée, et après il y a tout ce qu'on appelle la guerre électronique. Sur la seconde partie, tout ce qui est guerre électronique, moi c'est des sujets que je découvre, qui me passionnent, mais sur lesquels je serais totalement incompétent. Je ne saurais pas vous aider. C'est pourtant des sujets qu'on avait déjà avant Internet, hein, dans les années 80 et 90. Tout à fait. Et pour le coup, là, sur un projet comme le nôtre, il y a un vrai enjeu de guerre électronique, de perturbation de fréquences, etc. Et donc, mais est-ce que c'est dans le scope du directeur de la sécurité ? C'est très compliqué. La guerre électronique a difficile. Enfin, on faisait un exercice l'autre jour de guide un peu de cybersécurité spatiale avec le CNES. La guerre électronique, c'est le confin quand même de ce genre de thématique. Souvent c'est exclu parce que ça fait appel à d'autres compétences que les nôtres. Et pour l'aspect numérique, j'ai envie de dire, on refonctionne sur un schéma presque classique en fait. On va avoir un gros outil, puisque on va avoir du SCADA, on va avoir des éléments de type outil à gérer en fait sur le pas du radar, et après ces éléments technologiques vont devoir s'interconnecter avec de l'IT pour qu'on puisse capter toute cette donnée et la renvoyer à notre plateforme de fusion, d'acquisition de données. Donc après on en revient à des bonnes pratiques et rien de mieux qu'une bonne homologation système sensible, système DR, où on va être à l'état de l'art pour être sûr qu'on va respecter les bonnes pratiques, quoi. Alors, aujourd'hui, comment tu te projettes dans le futur ? De quoi est-ce que tu as besoin ? Est-ce que tu as besoin de Rust ? Est-ce que tu as besoin de réglementation ? Est-ce que tu as besoin de mandat d'arrêt pour qu'il y ait moins d'attaquants sur Terre ? Enfin, le monde de la startup, c'est particulier. On est sur... Enfin, voilà, je ne vais pas refaire l'historique de la startup, mais on doit prouver un business et on doit le faire fonctionner. Donc, tous les gens qui signent là savent que ça peut s'arrêter, pas du jour au lendemain, mais sous 6 mois, sous un an, parce qu'on a des difficultés. Aujourd'hui, quand on est directeur de la sécurité, je vous ai fait l'ensemble de mes attributions tout à l'heure, on est sensible à certains éléments, au fait de bien prendre en compte la sécurité au bon niveau. Il faut assumer d'être une fonction support, parce que la sécurité, ça reste une fonction support. Moi, je dis toujours, dans un monde idéal, je n'ai pas de métier, j'ai pas de travail. Si avec des Yohan Bozil, il n'y aurait pas de sécu, on n'aurait pas besoin. Mais bien qu'étant une fonction support, il faut qu'elle soit adressée au bon niveau.
je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'a fait aller dans cette structure. Une fois qu'on l'a mis au bon niveau, il faut des moyens. Moi aujourd'hui, je considère qu'on me donne les moyens à l'état où on est au niveau du développement de la startup de faire un travail correct. Voilà, je fais de mon mieux. Il y a du budget, j'ai pu avoir une équipe. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, c'est un gros sujet en fait. C'est des startups qui peuvent totalement exploser en termes de besoins, de métiers, etc. Comme vous pouvez imaginer, le ministère des Armées est intéressé par ce qu'on fait, les opérateurs de constellation sont intéressés par ce qu'on fait, les lanceurs de fusées sont intéressés, etc. Donc c'est des entreprises qui peuvent vraiment exploser en termes de taille, en termes de chiffre d'affaires, etc. Mais après, il faut qu'il faut que ça continue sur la même lancée par rapport aux fonctions support, par rapport à la sécurité, etc. C'est ce qu'on verra dans le futur. Et ça, là-dessus, si je me permets un petit peu d'extrapoler, quand tu prends des nations, tout à l'heure on parlait souveraineté, comme les États-Unis qui mettent des budgets colossaux, si je dis pas de bêtises, sur la partie espace pour 2024. Ouais. L'année, ils sont à 30 milliards de budget qui a été demandé. Comment tu vois les choses justement avec la France ? Est-ce qu'on est en capacité justement de peut-être être un challenger Comment tu vois les choses ? Ça dépend si je dois être patriote ou réaliste. Moi, je suis assez défaitiste. Je sais pas qui est l'esprit brillant qui a dit les États-Unis innovent, les Chinois copient et les Européens régulent, mais c'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, et je discutais en fait de ce sujet où je demandais avec beaucoup d'innocence volontaire, pourquoi est-ce qu'on crée une EU Space Law, une loi des opérations spatiales, etc. Alors que personne ne fait ça dans le monde. Et en fait, on m'avait expliqué avec beaucoup de bienveillance et de sympathie qu'on a en France et en Europe cette vocation de montrer la voie à l'humanité en fait, de montrer ce qui serait bien de faire, de réguler, etc. Et donc, en faisant ça, on accepte en fait de se tirer une balle dans le pied, mais pour le bien de l'humanité. Et donc, on est moins compétitif et par conséquent, on est moins bon avec des guillemets, que nos copains américains que tu as cités et qui eux mettent. Enfin voilà, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est une stratégie européenne. Et voilà, il faut se questionner. Je n'ai pas d'avis sur le fait que ce soit bien ou mal, mais c'est à questionner. Non, il y avait une question. Moi, je t'ai connu aussi avec une autre activité. Tu t'es fait connaître sur LinkedIn en tant qu'influenceur cyber. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de comment tu es devenu influenceur cyber ? Ouais, avec plaisir. Ce que je peux dire, c'est comment je me suis mis à être actif sur LinkedIn, par exemple. En fait, quand j'ai signé en 2017 en tant que CISO chez Airbus On Up Satellite, j'ai adressé ce métier avec un fort volet technique, on va dire. On m'a proposé ça parce que les personnes le DSI de l'époque avaient eu des bons échos de moi, etc. Et j'y suis allé confiant. Et au bout de 6 mois, ou même 3, je me suis rendu compte en fait de la complexité de ce métier de RSSI en start-up, etc. Et j'ai eu besoin d'aide en fait, et j'ai vraiment eu, alors ça va faire un peu conte de fées, mais j'ai vraiment eu sur LinkedIn, j'ai su trouver ce que je voulais, j'ai pu contacter des gens, le meilleur ciseau du monde en 2018 par exemple, et tous ces gens ont pris un peu de temps, m'ont accordé du temps, etc. J'ai fait ma mission pendant 5 ans et quand j'ai su que j'allais partir en fin 2021, en fait je me suis dit, pareil ça fait très conte de fées, mais je me suis dit les gars vous avez été cool avec moi, je vais vous partager beaucoup de choses que j'ai pu faire pendant ces 5 ans. J'ai partagé des pyramides, des choses pour mon top management, j'ai eu 5 présidents en 5 ans, un président par an, chaque fois j'avais ce travail de pédagogie à refaire pour expliquer où on allait, ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment on le faisait, etc. Et en fait, c'est en partageant tout ça que s'est mis à se créer cette communauté. Et il y a 1 an, c'était l'été 2023, un cabinet, on va dire, me contacte en me disant Johan, on voit que tu communiques beaucoup, tu partages, etc. On souhaiterait te sponsoriser pour partager des posts. Donc j'ai une bibliothèque de posts, de sociétés qui souhaitent qu'on présente leurs produits. Et le but, c'est de trouver
dedans, il y en a 50, c'est de trouver les 3, 4, 5 qui présentent un intérêt, qu'on peut tourner, qu'on peut habiller avec du rétex et qu'on propose. Et comme j'essaye de rendre cette activité vertueuse, le truc c'était pas de garder la thune pour moi, c'est pas mon métier, c'est aussi un élément de veille, je reverse l'ensemble de ces sous. C'est pour ça que je me définis en tant que cyber-influenceur solidaire. Le but, c'est pas d'augmenter mon compte en banque, c'est de reverser, d'utiliser cet argent de façon vertueuse. Et pourquoi, par exemple ? Je fais chaque mois un don à Action contre la faim ou au Resto du Cœur ou au World Food Programme. J'ai un hashtag qui s'appelle Robin des Cyberbois que vous pouvez aller voir. J'ai un comité de surveillance. Tous les mois, je fais des screenshots des dons que je montre au comité de surveillance et je poste sur la page l'ensemble des statistiques, combien il y a eu de clics, combien on a reversé de sous, combien ça a fait de repas, etc. Excellent. Merci. Et j'essaie de trouver de nouveaux collaborateurs parce que je sais, c'est un monde qui est petit, et je sais que d'autres personnes font cette activité, puisqu'on partage les mêmes articles, et j'essaye de les rapatrier à ma cause, parce que tout seul, c'est un peu l'effet colibri, je changerai absolument rien. Mais je me dis que si on est 10, 15, 20 à faire ça, ça peut faire quelque chose de bien. Et est-ce que tu penses que c'est bien perçu, justement, ce cyber-influenceur Est-ce que c'est... Voilà, comment tu vois les choses ? En fait, pour être 100% honnête, je sais pas comment le dire, je dirais que je m'en bats les steaks, tout simplement parce que c'est pas mon métier en fait. Mon métier, c'est directeur de la sécurité. Tous les mois, je suis payé pour être directeur de la sécurité. Je fais attention de fournir une grosse implication, de me tenir au courant de ce qui se passe, etc., d'être quelqu'un de fiable. Et cet aspect cyber-influenceur solidaire, c'est quelque chose que je fais le soir à partir de 21h quand ma fille est au lit, que je fais le dimanche matin quand je me suis levé à 8h et que madame et le bébé dorment encore. Et donc, c'est du temps libre en fait. Je pourrais très bien jouer à la play. Moi, je partage des articles de veille et quand les gens cliquent, ça fait des sous et tous les mois, on verse 300, 400, 500, 600 euros à une action solidaire. Donc, j'ai aucun... ça ne m'impacte pas du tout. Et pour le coup, peut-être que beaucoup de gens... Enfin, je sais pas le dire pour le coup. Peut-être que beaucoup de gens ont un avis négatif, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont un avis très positif et qui m'écrivent. Et ça donne beaucoup de force et d'espoir en l'humanité quand on vous écrit comme ça. Ça me semble être un excellent mot de la fin, sauf si tu veux encore ajouter quelque chose. Non, c'était ce que j'aurais souhaité dire si j'avais eu le mot de la fin. Bon, en tout cas, Johan, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.